Bon après-midi à tout le monde. Je suis Alexandre Dolgui, comme c'est écrit sur ce transparent, professeur à l'école de mines de Saint-Étienne. Et donc merci beaucoup pour cette invitation de présenter la problématique de système industriel. J'ai fait le choix de... Bon, je voudrais passer quelques messages. Le premier message, que cette thématique est importante au sein de l'Institut Mines Télécom par des problèmes qu'on traite, par le volume d'activité, par le nombre d'enseignants-chercheurs qui sont affectés à cette activité et par notre visibilité au niveau national et international. C'est le premier message que je voulais passer. Étant donné l'ampleur de l'activité et le nombre d'enseignants-chercheurs, ça se mesure à une centaine, voire plus, enseignants-chercheurs permanents qui sont affectés à cette activité. Ça dépend comment on compte, parce que c'est un peu les frontières un peu vagues. Dans certaines écoles de mines, moi je présente l'activité de l'école des mines. Dans certaines activités d'école de mines, on s'appelle génie industriel. Dans d'autres, on s'appelle automatique et productique. Dans encore d'autres, on s'appelle informatique décisionnelle, informatique pour le système de production. Mais c'est la même communauté. C'est la même communauté. En quoi consiste cette communauté? On travaille sur les flux. On optimise les flux de matière et les flux de l'information dans le système de production, dans le système manufacturier, dans le système qui transforme la matière. Et nous, on essaye d'optimiser ces flux de matière et flux de l'information. Je me présente brièvement à travers quelques activités que j'ai. Donc, vous voyez mon travail sur les systèmes de fabrication. On optimise les systèmes, c'est mon dernier bouquin. Et on optimise également les chaînes logistiques, qui sont derrière. Je suis également président du comité technique de la Fédération internationale d'automatique sur la modélisation des systèmes manufacturiers pour leur gestion et contrôle. Et dans ce cadre-là, on organise des conférences, de publication de revues, etc. La dernière à Saint-Pétersbourg et la suivante est à Ottawa. Vous voyez les mots-clés des conférences: modélisation des systèmes manufacturiers pour leur gestion et contrôle, ou le contrôle de l'information dans le système manufacturier. Je suis également auditeur en chef de la revue IJPR. C'est une des plus anciennes revues dans le domaine, qui a été créée il y a 53 ans et qui, en 61, j'ai le même âge que la revue, on a 53 ans d'existence. Et c'est la revue la plus ancienne dans le domaine. Pourquoi j'ai repris la revue? Entre autres parce que ça m'a beaucoup plu. Le premier éditeur en chef qui a créé la revue, il a expliqué pourquoi il a créé. Ça explique pourquoi on existe, notre domaine, de manière générale. Parce que dans les systèmes de production, là on gère les flux de fabrication. Dans les systèmes manufacturiers, il y a plusieurs spécialités classiques qui se rencontrent. L'automatique, l'informatique, l'économie, les sciences humaines et sociales, etc. Et la raison d'être de cette revue était de donner à tous ces domaines de sciences classiques la tribune pour montrer comment on applique ça pour les systèmes de production. Donc cette revue et quelques mots-clés qui représentent également les mots-clés de notre domaine. Je cite ici la supply chain, chaîne logistique, l'outsourcing, pricing, définition des prix. Bon, je pense que c'est... Je continue. Donc la revue qui publie à peu près 500 articles par an dans les 24 numéros. C'est tous les mots-clés que je voulais vous présenter, c'est la gestion des entrepôts, la gestion de la chaîne logistique, technologie des RFID, effectivement, la gestion du cycle de vie des produits, les systèmes configurables, etc. J'ai mis les top 10 revues, top 10 universités qui publient dans cette revue. Vous voyez qu'il n'y en a pas de français, mais rien n'est perdu, parce que 4e anglais, c'est l'ancien éditeur en chef qui était de cette université. Donc peut-être dans quelques années, on aura des français. Après, j'ai choisi un exemple d'un projet de recherche
qui montre globalement le domaine, et je terminerai par une sorte de panorama d'activités dans différentes équipes de l'école des écoles de mines. Je voudrais vous parler une dizaine de minutes, un quart d'heure sur cette activité, la conception combinatoire de systèmes manufacturiers. Donc on travaille avec une division de PSA Peugeot Citroën, qui avant était une entreprise indépendante à Saint-Étienne, mais qui était rachetée il y a quelques années par PSA, qui fabrique de lignes d'usinage, les machines, les centres d'usinage, les lignes d'usinage pour l'automobile principalement, pour PSA, mais pas uniquement, pour plusieurs constructeurs automobiles. Voilà, par exemple, il y a un produit à fabriquer, il faut une ligne d'usinage qui va fabriquer ce produit, et PSISM va analyser ce produit et concevoir cette ligne et mettre en place cette ligne chez Automobile. Hein. Bon, vous voyez sur le produit, les modules qui seront assemblés pour faire une ligne d'usinage. Un petit film, c'est 1 minute, simplement pour présenter un peu. C'est une ligne de ce type-là. Je montre juste deux stations de cette ligne-là, 2 postes de travail de cette ligne. Les boîtiers multibroches ou les têtes d'usinage multibroches, où il y a plusieurs outils permettant de faire plusieurs opérations simultanément. Vous voyez, c'est hautement automatisé, très très cher. Et une ligne comme ça peut aller jusqu'à 40 postes de travail de ce type-là pour fabriquer un produit de grande série. Hein. C'est toujours il y a une série derrière assez importante. Et le produit qui sort d'une machine. Donc le métier de PCSM, c'est il y a un client chez Automobile, un autre aéronautique également, qui dit voilà, j'ai un produit ou j'ai une famille de produits à fabriquer dans tel volume. Dites-moi si vous êtes capable de fabriquer une ligne d'usinage qui est capable de faire ce produit, combien ça va coûter, comment ça sera cette ligne. Et il y a une phase de 2 premières semaines, quand il y a la phase la plus importante, pendant laquelle le client donne la spécification de pièces. PCSM regarde la spécification de pièces, choisit les gammes des fabrications, quelles sont les opérations à faire, dans quel ordre, comment, et puis il propose une solution. Voilà, votre ligne, on peut faire une ligne de ce type-là. Il va fabriquer cette pièce à la quantité que vous voulez, et ça va être composé de tant de stations de travail, des machines multibroches ou monobroches, centre d'usinage, ce que vous voulez, et voilà, et ça va vous coûter tant. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il est d'accord, il signe le contrat, mais ça dure 2 semaines, hein, cette première négociation, pré-projet, là. Et si ça part, il y a 7 mois de conception de la machine et encore 11 ou 12 mois de la fabrication de la ligne d'usinage. Hein. Et donc ces 2 semaines sont très importantes. Et les lignes comme ça coûte, ça dépend des produits, ça peut coûter entre 500 000 euros, c'est juste 1 ou 2 machines pour les produits simples, jusqu'à 10 millions d'euros quand c'est une ligne de 40 postes, par exemple. Et donc, le nombre de solutions possibles pour le même produit, il y a une quantité énorme de gammes possibles pour chaque élément d'usinage. Il y a quantité de structures possibles, de lignes d'usinage. Et donc, c'est très combinatoire. On n'est pas capable de voir toutes les solutions possibles. Il nous faut un système d'aide à la décision. Et donc, nous, en mine de Saint-Étienne, on a développé un logiciel de ce type-là, qui se base sur notre recherche pendant une vingtaine d'années, qui permet d'analyser les pièces à fabriquer, d'extraire de cette pièce des entités élémentaires, donc les entités types d'usinage, le trou de tel type, avec tel paramètre, chercher dans notre base de données les gammes possibles, après proposer différentes structures de machines d'usinage,
Faire, par exemple, sur les centres d'usinage, alors ce sera monobroche avec un seul outil, avec changement d'outil, etc., avec toutes les conséquences, et puis coûteux, ou faire une ligne avec des machines spéciales qui sont multibroches, qui permettent de faire plusieurs opérations en même temps, moins coûteux, mais plus rigides en termes de changement futur. Et donc, on propose plusieurs structures de machines, et là, on est dans les modèles de métier d'usinage. On n'est pas spécialiste en génie mécanique, mais quand même on touche un peu de génie mécanique, c'est ça nos spécialités. Ensuite, quand le choix de machine et structure de la machine, configuration est choisi, il faut qu'on on affecte toutes les opérations à faire à l'équipement. On dit tel équipement, telle tête d'usinage va faire telle opération. Et c'est un problème combinatoire énorme. Donc là, derrière, on a des modèles mathématiques d'optimisation combinatoire qui permettent de trouver la meilleure solution possible, minimisant le coût de la ligne, donc minimisant le nombre d'équipements et donc le coût de la ligne. On propose cette solution, si elle est acceptée, bon, on passe à l'étape suivante. On passe au client cette solution, sinon on choisit une autre configuration possible de la ligne. On fait le même problème pour d'autres types d'équipements, pour notre structure de la ligne, etc. Et puis à la fin, on donne le coût. Bon, chez quelques constructeurs de lignes de ce type-là, PCI, c'est le leader français, Kamao est italien, ça c'est allemand, et puis les Russes. Il y en a quatre exemples, les leaders du marché dans ce type d'équipement. Bon, type de machine. Et effectivement, pour chaque type de système, on a des modèles d'optimisation derrière, comment on affecte l'opération à l'équipement, comment on minimise le nombre d'équipements, comment on fait ces opérations. Et ça demande de travail de recherche assez important pour trouver les meilleurs modèles possibles. Une machine à table rotative, par exemple, il fonctionne comme ça, il y a les pièces qui arrivent, les têtes d'usinage multibroches usinent cette pièce, la table tourne, et puis on passe au cycle suivant. Et donc le problème, qu'est-ce que va faire chaque tête d'usinage? Combien de positions de travail on aura sur cette table rotative? Donc on minimise le nombre d'équipements nécessaires pour cette machine. On a un exemple de machine et des publications qu'on a faites, des machines désossées de ce type-là. Puis ligne de transfert, c'est en séquence. Il y a des postes de travail qui sont en séquence. Sur chaque poste, on a de têtes d'usinage multibroches et puis on décide ce qu'on fait sur chaque poste, dans quelle séquence. Et qu'est-ce que va faire chaque tête d'usinage? Vous voyez, il y en a une dizaine d'opérations, une dizaine d'outils sur chaque tête d'usinage dans cette image. Et puis on passe au cycle suivant. Voilà une autre publication qui a eu le prix du meilleur article de l'année 2008 par l'Institut américain de génie industriel sur cette problématique. Et puis il y a les lignes composées de centres d'usinage. Là, dans ce cas-là, les lignes sont composées des machines de ce type-là, qui sont monobroches, mais qui sont numériquement reconfigurables, c'est une machine à commande numérique, et donc il faut savoir combien de machines il nous faut, dans quelle séquence on va changer d'outils dans ces machines, et comment on va traiter ces pièces, et encore une fois, en minimisant le coût total de la ligne pour faire un volume donné d'un produit, d'une famille de produits donnés. Donc là, notre logiciel est composé de 5 modules. Le premier qui calcule le takt time, c'est le temps entre deux pièces qui sortent de la ligne en se basant sur le volume nécessaire. Après, on modélise la pièce et puis il y a une base de données de tous les éléments d'usinage possibles et toutes les gammes. Et il y a une sorte de système expert qui nous permet de classer les gammes d'usinage possibles pour chaque élément et générer des contraintes sur les opérations. Et puis le point clé, c'est point 3, on résout le problème de line balancing, le problème d'équilibrage de ligne. Hein. C'est très connu dans la littérature de recherche opérationnelle, mais c'est un problème très spécifique avec beaucoup de contraintes, avec les parallélismes d'opérations, etc., pour lesquels on a développé quand même un certain nombre de méthodes, et puis on continue parce qu'on améliore toujours ces méthodes. Et puis après, on choisit l'équipement, ou on conçoit cet équipement, et on donne en 3D l'image de la future ligne ou de la future machine et une estimation de coût. Voilà quelques images d'écran de notre système. Il y a une pièce, on a détecté qu'il y a cette entité d'usinage qui est à droite. Pour fabriquer cette pièce, on va détecter toutes ces entités, regarder dans la base de données quelles sont opérations à faire, quelles sont les gammes, et on va les classer suivant certains critères. On a une base de données de ces entités d'usinage. J'ai sorti comme ça quelques exemples qui sont dans la base de données. Et derrière chaque entité, on a une entité paramétrable. Hein. Bien sûr, on peut changer les paramètres
de ces trous d'usinage, et puis toutes les gammes qui sont possibles pour le faire derrière. Puis le système nous génère les gammes pour les entités et donne tous les paramètres recommandés pour l'usinage. L'utilisateur peut les changer un peu. Certains paramètres, longueur de course par exemple, qu'on peut modifier, donne des contraintes de précédence type, l'utilisateur ajoute ces contraintes. L'opération du groupe 4, il faut faire toujours après le groupe 3. On ne peut pas faire aucune opération de groupe 4 avant que toutes les opérations du groupe 3 soient terminées, par exemple sur cette image-là. Et puis on lance nos modèles mathématiques d'optimisation de line balancing qui sont adaptés à chaque structure donnée de la machine ou de la ligne, qui cherchent la meilleure affectation des opérations à l'équipement, minimisant le coût de la ligne. C'est ça qu'on vient. Bon, c'est bien, on termine cette étape, sinon on change des contraintes. L'utilisateur peut ajouter des contraintes qui ne sont pas forcément les contraintes physiques, mais les contraintes des préférences, et relancer nos modèles. Puis après, on donne l'image en simulant en 3D, c'est un peu vieux, maintenant on fait mieux. Par exemple, aux machines à table rotative. Et quels modèles mathématiques sont derrière? C'est les modèles pour les multibroches, par exemple. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Les combinaisons possibles, qu'est-ce qu'on met sur la même broche? Par exemple, deux opérations I et J, quand elles se font séparément, on connaît la longueur de la course, la vitesse d'avance, la vitesse de rotation de l'outil. Donc on connaît tous les paramètres de cette opération. Donc on peut calculer le temps de l'opération I et J séparément. Quand on les met sur le même boîtier, sur la même tête d'usinage, tous les paramètres changent parce que maintenant la vitesse d'avance elle est commune pour deux opérations, la vitesse de rotation également parce que c'est le même moteur, où ils sont liés, et donc ça change les temps opératoires quand on les regroupe. Et on a quelques centaines d'opérations comme ça, il faut les regrouper sur le même tête d'usinage, affectées au poste, etc. Donc c'est le problème de line balancing. Par les cercles, c'est les opérations à faire, les temps opératoires quand ils sont indépendants, et puis le rouge, c'est les têtes d'usinage, et en bleu, c'est les stations de travail. Donc vous voyez le nombre, même sur l'exemple simple, le combinatoire est assez important. Donc les méthodes qu'utilise promotion linéaire en nombre entier, les méthodes de pré-traitement des données assez importantes pour réduire la complexité des problèmes, la théorie des graphes, la recherche du chemin le plus court sous contrainte, dans le graphe spécialement conçu, que le graphe représente toutes les solutions possibles. Vous voyez les méthodes de dominance, les bornes, la recherche de bornes inférieures, la recherche de bornes supérieures, les propriétés de dominance des différentes solutions. Voilà, le graphe, pour une pièce très simple, le graphe initial et le graphe après l'application de propriétés de dominance qui nous permet de réduire le modèle très fortement et après de réduire le combinatoire et aller plus vite. Les méthodes par séparation et évaluation, branchement, très connues en recherche opérationnelle également. Ici, c'est le problème de chercher des bonnes bornes. Par exemple, on utilise cette partitioning pour chercher les bornes qui marchent mieux que la relaxation continue, par exemple. Puis heuristique, méta-heuristique, etc. La comparaison des méthodes, tout ce domaine. Et puis pareil pour les machines à table rotative, sauf que le problème, c'est machine centre d'usinage à commande numérique. Que le problème ici également, choisir quel type de centre d'usinage on va utiliser sur chaque poste de travail, à 4 axes ou à 5 axes. À 5 axes, c'est plus cher, mais il y a plus d'accès. On a accès à différentes surfaces de la pièce plus facilement. 4 axes, moins cher, mais au moins d'accès. Pour 4 axes, on a l'accès à ce qui est en vert. Quand on ajoute 5e axe, on a accès de nouveau à ce qui est en vert. On n'a pas l'accès sur le plateau. Et un exemple qu'on a traité pour PSA, il y en a 32 machines, 1250 pièces par jour fabriquées dans l'usinage pour l'automobile. Donc en rouge, c'est les centres d'usinage. Il fallait effectuer toutes les opérations au centre d'usinage, choisir le type de centre, ce qui est en rouge de sorte que le coût total soit le plus possible. De repartir de telle manière qu'on réduit quelque part le nombre de centres d'usinage à utiliser ou qu'on remplace le centre d'usinage de 5 axes par 4 axes pour diminuer le coût de la ligne. Bon, il y a le coût de changement de série ici qui est plus compliqué, le nombre de utiliser les modèles de promotion linéaire en nombre entier. Et bon, je termine sur cet exemple parce qu'il ne me reste que 5 minutes apparemment. Donc voilà l'exemple. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il y a des modèles de métier, usinage, modèles de recherche opérationnelle, optimisation,
et toute la gestion de l'information derrière, système d'information, qui est dans tout. Et puis on termine par le logiciel, produit informatique pour système d'aide à l'adhésion. Dans toutes nos démarches, on essaie de passer par ces étapes. Entrer dans un métier, et souvent on saute d'un métier à l'autre, on travaille pour l'usinage, pour l'assemblage, pour le microélectronique, pour les hôpitaux. On entraîne jusqu'à un niveau à lequel on comprend le fonctionnement des flux, information et pièces. Ensuite, ramener ça à un problème d'optimisation, proposer des méthodes qui permettent de résoudre ce problème assez rapidement, et après, développer un logiciel qui est un support d'aide à la décision pour l'utilisateur final. C'est d'autres thématiques de l'équipe dans laquelle je suis. Et à l'école de médecine d'Etienne, on a aussi une antenne à Gardanne, un centre de formation de recherche à Gardanne, où il y a une équipe qui fait la même recherche, mais pour la microélectronique. La recherche, la même, quand je dis la même, similaire, hein, ce n'est pas exactement la même. Donc ils travaillent sur la fabrication microélectronique avec système électronique, avec beaucoup de financement contractuel avec ST, beaucoup de thèses, beaucoup de projets avec eux pour optimiser le flux de fabrication à l'intérieur d'ateliers de microélectronique, mais également les chaînes logistiques. Il y a à Nantes une très belle équipe de génie industriel au département automatique et productique, il me semble, qui s'appelle comme ça, qui travaille sur le tourné de véhicules, optimiser comment le véhicule passe par les différents sites pour ramasser, par exemple, les ordures, pour les camions de ramassage d'ordures, ou pour, dans leur exemple, pour un chantier de travaux publics, etc. Qui travaille sur l'ordonnancement de pièces dans l'atelier, dans quel ordre on va fabriquer les pièces, ou travaille sur la planification de la maintenance des machines, dans quel ordre on va appliquer les procédures de maintenance, mais dans le même esprit que je vais vous présenter sur mon projet de Saint-Étienne. Voilà leur projet, par exemple, pour les travaux publics. Hein. Il faut localiser de manière optimale les plateformes, où seront les plateformes et comment les camions vont passer des chantiers aux plateformes, de manière à optimiser cette logistique globalement, le nombre de camions et le coût logistique global pour ce chantier. Ou optimiser à la fois les procédures de maintenance des machines, dans quel ordre, quand on va maintenir la machine, on va l'arrêter, il ne va pas fabriquer. Donc il y a planification de la production, ordonnancement de la fabrication et ordonnancement de la maintenance en même temps, donc des problèmes qui doivent tenir à la fois compte de modèles de maintenance qui sont forcément stochastiques, c'est les modèles probabilistes, et des modèles de production. Ou la maintenance des champs des éoliennes, dans quel ordre on va planifier les maintenances pour un champ d'éoliennes. À Minalbi, vous aurez une présentation de Minalbi tout de suite après moi, hein, qui me force à terminer rapidement. Et puis une autre encore après, donc vous aurez beaucoup de choses sur Minalbi. Je me limite à présenter le département Centre Génie Industriel, qui est dirigé par Michel Andorando, ici présent, qui a beaucoup d'activités contractuelles, 440 kg de contrats cette année, l'année dernière, et qui travaille sur le management des projets, gestion des projets, gestion des connaissances. Donc, dans mon exemple, il n'y avait pas d'humain, aspect humain, parce que c'était la ligne automatique. Là, il travaille également sur les aspects liés à connaissance des personnes humaines et sur tout ce qui est lié avec la collaboration entre les personnes et systèmes d'information, surtout dans ces aspects-là. Quelques projets phares de cette entité aux mines de Albi, qui sont sur ce transparent-là et sur celui-là. Donc, ingénierie des processus collaboratifs, comment les PME, par exemple, se mettent en réseau pour collaborer, pour atteindre des objectifs d'un projet donné, ou un système de médiation informatique pour la gestion de crise, par exemple. École de mine d'Alès, ça se passe, l'activité de ce type, dans le département, dans le laboratoire qui s'appelle le laboratoire de génie informatique et à production quelque part. Donc, comme je vous ai dit, parfois on n'a pas les mêmes noms dans les intitulés des entités, mais c'est la même communauté. Ils travaillent sur les problèmes d'interopérabilité,
hein. Il y a par exemple un système d'information de plusieurs entreprises. Ils doivent coopérer entre eux, mais ils ne sont pas faits sur le même format. Comment faire de sorte que ce qui est dans un système soit compréhensible dans l'autre, et il n'y a pas de problème de transmission de l'information entre deux systèmes, ou différents problèmes d'interopérabilité entre les entreprises, interopérabilité organisationnelle, pas uniquement informationnelle, entre les entreprises. C'est une thématique assez importante au niveau mondial, et elle est bien implantée dans les écoles de mines, et pas uniquement aux mines de Alès. Il y a cette activité aussi aux mines de Saint-Étienne, aux mines d'Albi. Et voilà quelques projets liés avec cette thématique. Vous voyez la quantité et puis la qualité du travail de recherche dans ce domaine, comment faire les systèmes interopérables, et également les problèmes d'ingénierie des systèmes les théories des systèmes, tout ce qui est les modèles assez complexes. Conception d'un avion, c'est un système des systèmes, par exemple, qui demande une approche particulière. Ou de hélicoptères, comme pour aérocoptères. Bon, je termine, oui, je vois la fin. Je pense que c'est mon dernier transparent. Et puis, tous les aspects liés avec l'analyse multicritère, qui est très développée aux mines d'Albi, mais pas uniquement, mais ici, aux mines d'Albi, il y a des aspects liés avec Matapli assez développés dans l'aspect l'analyse multicritère dans l'équipe image et automatique, mais qui est rattachée aux activités de génie industriel. Optimisation continue combinatoire, multicritère. Et merci beaucoup. J'étais un peu pressé de deux côtés. D'un côté, je ne pouvais pas commencer. Et puis de l'autre côté, il faut absolument que je termine, parce qu'il y a à Albi un invité international qui doit commencer tout de suite. Bon. Ici, oui, il marche, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Il y a une question, Jean-François, Marco Torquino, de Thales. Oui, je voulais vous poser une question. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages avec Jean-Marie Protte, visiblement. Il se trouve que je connaissais Jean-Marie Protte il y a très longtemps. C'est mon premier patron. Ben voilà, moi c'était on a créé une revue chez Wiley sur ce sujet. Il y a longtemps, il travaillait à l'époque sur un problème qu'on appelait le groupe technologie. Est-ce que ça continue à être un sujet d'actualité? Ça continue d'être. En termes de publication, ça continue d'être, même si c'est plus neuf, donc ça attire moins d'attention. Mais dans ma revue, par exemple, on publie beaucoup, on publie surtout sur l'aspect lié avec le choix de famille et l'agencement qui est derrière. Les aspects liés avec le codage des pièces, et puis la recherche de similitudes entre les codes, c'est un peu disparu d'activité de recherche, mais c'est dans la pratique. Je vous dis ça parce que le sujet en question, qui s'appelle la décomposition de deux ensembles, l'ensemble des machines et l'ensemble des tâches, vous pouvez le généraliser à des ensembles extrêmement grands. C'est un nouveau sujet qu'on appelle le co-clustering data mining pour les big data, qui revient énormément à la mode. Je vous dis ça, je vous signale ça, vous lui direz à Jean-Marie. Voilà. Sachant qu'ils sont liés, hein. On ne peut pas les séparer. Hein. Non, mais dans votre cas, c'est des centaines de machines et centaines de... Oui, mais je veux dire, je ne peux pas, faire décomposer les têtes d'usinage, de fixer les têtes d'usinage et après créer les machines. Parce que je raterai l'optimalité. Je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, le problème qui est derrière, c'est le problème où vous avez partitionné l'espace des machines. Effectivement. Merci. On peut prendre une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Là. Merci. Est-ce que vous avez besoin de l'optimisation robuste, en fait, dans l'usinage? On l'a fait. D'accord. J'en ai pas parlé parce que déjà le temps est très précieux, et puis il y a beaucoup d'activités chez nous, on le fait. Ceci dit, sur l'aspect théorique, on le fait et on continue de le faire. Sur les aspects pratiques, on n'a pas encore fait. Je veux dire, on n'a jamais appliqué à un cas pratique cette approche parce qu'on est plus récent dans le domaine de l'optimisation robuste. On fait l'optimisation robuste, mais on fait aussi l'analyse de rayons de stabilité, qui est une sorte d'analyse a posteriori, parce qu'on fait l'optimisation, on fait des modèles d'optimisation robuste, on ajoute dans le critère partie robustesse, hein,
Et il y a des approches, et puis pour les cas, quand les temps donnés par intervalle, pour les différents cas, mais également, une fois qu'on a une solution optimale, on calcule son rayon de stabilité. Et si le rayon de stabilité est nul, ça veut dire que la moindre perturbation et la solution n'est plus optimale. Si le rayon de stabilité est assez grand, ça veut dire que cette solution est robuste aux futures perturbations. On a deux thèses qui étaient soutenues là-dessus. Vous avez plutôt une approche a posteriori que... Ouais. D'accord, très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup.